Donc, cette conférence sur laquelle on va aborder un certain nombre de sujets centraux actuels concernant l'accès au logement des jeunes, mais auparavant quand même pour les membres de l'Union UNCLAGE, je voudrais vous donner la constitution actuelle du bureau qui a été discuté pendant le repas. Donc, il n'y a pas énormément de changements. Donc, au bureau, la trésorière, et c'est Marie Mazier. La vice-présidente, c'est Sylvie Masset, et le président, Jean-Michel Denis. Donc, alors, cette conférence, en fait, va s'articuler autour de 4 tables rondes. Des tables rondes dont vous avez eu le thème. La première table ronde, le non-retour des jeunes à leur droit, quelle définition, quelle réalité. Et là, on remercie Benjamin Vial qui va intervenir en tant que chercheur. Et comme dans chaque table ronde, il y aura aussi avec lui un intervenant issu d'un CLAD, donc Bruno De Cam, pour cette première table ronde. La deuxième table ronde, les aides au logement et la réforme du revenu universel, quelle solvabilisation des jeunes pour l'accès au logement. Donc, Pierre Manette nous a fait le plaisir de venir à cette table ronde et il discutera avec Magali de Camus et Christelle Ozou. La troisième table ronde, c'est René Dutray, donc secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, qui interviendra avec Marianne Ganga, qui est la coordinatrice du CLAGE de Val-de-Seine. Et la quatrième table ronde, c'est Sébastien Puny, donc, qui est le délégué général de la FATID, qui interviendra avec Stéphane Perron, Safia El Kadafi et Karine Doris. Donc, pour la clôture, nous avions demandé à M. Julien de Normandie d'être présent. Et dans un premier temps, il a montré beaucoup d'enthousiasme. Et puis après, mais pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe, après, nous avons montré beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie pour relancer la mécanique. Et donc, M. Denormandie, puisque quand je lui ai demandé personnellement à être présent, il m'a dit oui, le logement des jeunes, c'est une priorité pour le gouvernement. Donc, on commence la première table ronde. Et c'est Tony qui va animer la première. Bonjour, merci à tous d'être là, merci pour ceux qui sont restés, merci pour ceux qui sont arrivés. Donc l'objectif de ces différentes tables rondes, comme vous l'avez vu un petit peu par la compétition, c'est de pouvoir échanger sur différents sujets d'actualité qui nous touchent particulièrement dans le village, et notamment en créant un dialogue entre les personnalités, l'échelon national qui vont avoir ce point de vue critique, ce point de vue universitaire sur les sujets qui nous touchent particulièrement, à mettre en dialogue avec les initiatives locales et l'action de village, donc qui est l'ADN de l'État. Donc, pour cette première table ronde sur la question de l'ex-droit de localité, Benjamin Vial à nous rejoindre, ainsi que Bruno De Cam. Je peux les applaudir. Tu peux pas enlever. Alors, Benjamin
Vial, vous êtes doctorant à l'Université Grenade-Alpes, travaillez au laboratoire et plus spécifiquement sur la question de l'accès au droit et du non-recours. Voilà. Vous savez, nous, en tant qu'acteurs du travail social et de l'accès au logement des jeunes, on est particulièrement touchés par la question du non-recours, qui touche l'ensemble de la population, mais avec une acuité particulière des jeunes. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une définition et quelques chiffres, des éléments de cadrage sur la question du non-recours et plus particulièrement avec Tout à fait. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc, effectivement, je travaille à l'Université Grenade-Alpes au sein du laboratoire PACT et à l'Observatoire des non-recours aux droits et services, l'ODENOR. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapide, très rapide d'un sujet complexe. Ce sera très synthétique. D'habitude, je peux prendre un temps de formation de 3 heures, voire d'une journée. Donc là, on va synthétiser à l'essentiel et aller directement à la définition, à la typologie du non-recours. Définitions typologiques qui sont issues de travaux empiriques de l'ODENOR, l'Observatoire du non-recours aux droits, et qui fonctionnent bien concernant le champ des politiques publiques de jeunesse. Donc, voilà donc pour les premiers éléments de définition. Ensuite, on passera très rapidement sur les chiffres pour de plus amples informations sur du non-recours et des chiffres. Je vous renvoie à cette revue de littérature que j'ai publiée pour l'INGEC et la CNAF, qui fait une centaine de pages et qui synthétise l'ensemble des travaux sur la question du non-recours des jeunes adultes à l'aide publique, avec une partie spécifique sur la question du logement. C'est une revue de littérature qui est disponible en ligne gratuitement. Vous pouvez aussi retrouver une petite fiche repère de l'INGEC qui fait 3 pages qui synthétise la question. Donc la définition du non-recours. Le non-recours renvoie à la situation de toute personne qui ne bénéficie pas d'une offre publique de droits et de services à laquelle elle pourrait prétendre. Je vais revenir rapidement sur les éléments de cette définition. Toute personne, ça veut dire qu'ici, il y a sans doute des personnes qui sont en situation de non-recours à différents droits ou à différents services. Donc, ça ne concerne pas seulement les personnes précaires ou pauvres. Et ce n'est pas nécessairement un problème, que ce soit pour les personnes concernées, ou les jeunes, et que ce soit pour les travailleurs sociaux, les professionnels de jeunesse, et que ce soit pour les pouvoirs publics. Le non-recours des jeunes à l'aide publique est devenu un problème public assez récemment, par le biais notamment des travaux d'Antoine Bulin au Conseil économique, social et environnemental. Là aussi, je vous renvoie à ces 2 avis de 2012-2015 et au rapport pour le Premier ministre en 2017. Arrêtons de les mettre dans des cases pour un choc de simplification pour la jeunesse. Donc voilà, c'est un problème public qui est reconnu récemment et c'est important de dire. Ensuite, deuxième élément de définition, une offre publique. On est bien dans l'offre publique de droits et de services. Au départ, il faut savoir que le non-recours s'est constitué avec un objet très précis qui était des prestations légales financières, qui RMI, devenu RSA, et puis du fait de la multiplication des droits et des dispositifs, du fait de la diversification des droits sociaux et du fait de l'évolution des droits sociaux, on a élargi la focale de l'analyse du non-recours à l'offre publique de droits et de services. C'est particulièrement nécessaire concernant les jeunes, puisque quand on parle de droits sociaux, c'est difficile de déterminer dans quelle mesure on peut véritablement parler de droits comparés aux droits sociaux si RSA. Et enfin, troisième élément de définition à laquelle elle pourrait prétendre. Donc, ça renvoie aux conditions d'éligibilité pour accéder aux droits. Les conditions d'éligibilité, ça renvoie à des critères pour certains droits. Tu peux le laisser, c'est là. Bah, c'est bon, tout est coupé.
Je pense que tu me racontes ce qu'il y a envoyé. Ouais, c'est la diapositive. C'est quoi, c'est ça? Donc, sur les chiffres, je vais faire vraiment très rapide. Il se trouvait que un jeune sur deux soit concerné par le non-recours. Je vous renvoie au baromètre de publié par l'INSEE, qui est un excellent baromètre qui a le mérite parmi d'autres de s'intéresser à cette question-là du non-recours. Et puis, il y a une personne, un jeune sur 5 qui déclare avoir été en situation de non-recours. La question est évidemment formulée de façon plus subtile que la traduction que j'en fais ici. Et puis, il y a 2 jeunes sur 5 qui ne savent pas s'ils ont été en situation de non-recours au cours des 12 derniers mois. Parce que évidemment, le problème du non-recours, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation, mais qui n'en ont pas conscience. Par ailleurs, on sait qu'un jeune sur 3 rencontre des difficultés pour réaliser une démarche administrative. Il y a une surexposition des jeunes à ces difficultés face aux démarches administratives par rapport aux autres catégories d'âge. On sait aussi que 2 jeunes sur 3 ont été confrontés au moins une fois dans leur parcours à une difficulté d'accès au logement. Il y a énormément de données sur les difficultés d'accès au logement des jeunes. Vous savez, depuis des années, qui sont habitués. Néanmoins, il y a très peu de données et de travaux sur la question du non-recours des jeunes à l'aide publique dans le champ de l'hébergement et du logement. Donc, il y a quelques éléments qui existent concernant cette question-là du non-recours. Je vous renvoie à la revue de littérature, je les ai dit rapidement, mentionnés rapidement dans le PowerPoint ici. Ces éléments renvoient à l'insuffisance de l'offre de logement dédiée aux jeunes et au public jeune dans leur diversité. Donc, face à la demande, il n'y a pas assez de possibilités, de places pour les personnes, pour les orienter dans les logements. Donc, ça, c'est la première explication du non-recours. On constate aussi qu'il y a une hausse du nombre de demandes d'hébergement ces dernières années et qu'il y a un très fort taux de non-attribution à la suite de demandes d'hébergement des jeunes. Il se pourrait, mais cela reste à vérifier statistiquement, que le fait d'être jeune est un critère qui défavorise, qui diminue la probabilité d'obtenir une réponse favorable suite à une demande d'hébergement. Donc ça mériterait des statistiques complémentaires, mais selon les chiffres du baromètre 115, on irait vers cette tendance-là. Donc, il y a cette question assez particulière concernant le non-recours dans le champ du logement, des discriminations liées à l'âge. Ça concerne particulièrement les jeunes. Voilà pour les chiffres. À nouveau, je ne peux pas en dire plus, je passe à l'essentiel, la typologie. Je poursuis parce que le temps est compté. C'est une typologie du non-recours qui est issue des travaux empiriques de l'ODENA et qui dégage donc 4 types de non-recours, c'est-à-dire 4 registres explicatifs du phénomène. Il faut savoir que les situations de non-recours peuvent se situer dans des entre-deux, entre ces types-là, et qu'elles peuvent évoluer d'un type à l'autre. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ce qui est très important à comprendre dans cette question-là du non-recours, c'est que le non-recours ne se résume pas aux difficultés d'accès aux droits rencontrés par les individus. Il y a une part du non-recours qui effectivement est subie, et puis il y a une part du non-recours qui est choisie. C'est pour ça que la notion de non-recours existe en grande partie. C'est parce qu'elle vient s'intéresser aussi aux raisons qui font que les jeunes décident de ne pas avoir recours à l'aide publique. Donc, ce n'est pas seulement des difficultés d'accès, c'est aussi parfois des refus face aux propositions qui sont faites, ou aux types d'accompagnement qui sont proposés, etc., etc. Donc, 4 types de non-recours. Le non-recours par non-connaissance, lorsque l'offre sociale, publique, n'est pas connue. Le non-recours par non-demande, lorsque l'offre est connue et n'est pas demandée. Le non-recours par non-proposition, là, ça renvoie plus à la question du pouvoir
de proposition et de décision des professionnels face à leur public. Donc, lorsque les professionnels ne proposent pas une offre à laquelle l'usager pourrait répondre. Et puis, quatrième type de non-recours, le non-recours par non-réception, lorsque l'offre est connue, demandée, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui est engagée, un dossier qui est construit, mais que la personne n'accède pas finalement à cette offre, à ce droit, à cette aide, à ce service. Je n'aborderai pas la question du non-recours par non-réception, par manque de temps. Je vous dis simplement que ça renvoie essentiellement à la question de la complexité administrative, des délais de traitement, retard, abandon, voilà, ces choses-là. C'est un type qui est un petit peu moins intéressant que les autres à mes yeux, donc j'ai choisi de me focaliser sur les trois autres. On va commencer par la reconnaissance. Ce qui est important de comprendre dans la reconnaissance, c'est que c'est effectivement la raison majeure du non-recours chez les jeunes. Et spontanément, on dit en effet la non-connaissance renvoie à la non-information, c'est-à-dire au manque d'information des personnes sur les dispositifs, les institutions existantes. Oui, c'est une réalité massive. Et en même temps, la non-connaissance ne se résume pas à ça. C'est l'un des résultats de ma thèse que je suis en train de terminer. La non-connaissance ne se résume pas à la non-information, mais renvoie aussi à la question du non-concernement. C'est-à-dire que les individus, les jeunes, ne se sentent pas concernés par les droits ou les services auxquels ils peuvent prétendre. Ils peuvent en avoir une vague idée, mais ils estiment que ce n'est pas pour eux. Donc, ils ne prêtent pas attention aux éléments d'information qui sont susceptibles de circuler dans leur environnement social. Ils n'ont pas nécessairement conscience d'avoir des droits sociaux. Cette distinction entre non-information et non-concernement, elle est importante parce qu'elle pose la question de comment communiquer avec les jeunes, comment informer, comment bien informer. Et l'action contre le non-recours passe aussi par ça, comment arriver à sensibiliser les jeunes à cette question-là. Sur le deuxième type, la non-demande, je vous rappelle, non-demande, l'offre est connue, mais il n'est pas demandé. On peut voir trois types d'explications pourquoi les jeunes ne demandent pas les droits ou des services qu'ils connaissent. Premier registre, non-demande par protection de soi. Donc vous avez des personnes qui ont honte des étiquettes potentiellement stigmatisantes à coller à tel ou tel dispositif, institution, structure, qui se préfèrent ne pas demander. Ils ont honte aussi de leur propre situation certaines fois. Ils peuvent attendre l'échec. Est-ce que je vais être à la hauteur des conditions d'accompagnement, des contreparties qu'on me demande. Et ça peut être aussi des personnes qui traversent un moment difficile dans leur vie, qui sont découragées de façon assez globale. Donc ça dure parfois un certain temps, et puis ensuite il y a des dynamiques qui s'inversent. Donc voilà, premier registre de non-demande, protection de soi. Donc là, vous voyez que sur la non-connaissance, on avait quelque chose de passif, qui est la non-information, quelque chose d'un petit peu plus actif, qui est le non-concernement. Et bien là, pareil, sur la non-demande, vous avez quelque chose de plus passif, qui est je me protège. Donc je ne demande pas pour me protéger, pour différentes raisons. Ou je ne demande pas pour m'affirmer. Et là, on est dans une demande plus active, plus choisie, plus identitaire aussi. Vous avez une partie des jeunes qui ne demandent pas pour prouver leur capacité à l'autonomie, prouver qu'ils sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, par leurs propres moyens, capables de devenir adultes sans l'aide des institutions publiques. Vous avez cette affirmation assez identitaire de la part des jeunes. Vous avez ensuite, dans cette logique-là, des personnes qui affirment leur autonomie en se disant « moi je ne suis pas comme eux, les pauvres, les assistés, donc aussi je me démarque, je me distingue, et de façon positive dans l'esprit des individus. Je me distingue de ceux qu'on qualifie d'assistés, et je vais, dans cette même logique, montrer que je ne suis pas comme eux, je suis capable de me débrouiller par mes propres moyens. » Et puis des personnes qui préfèrent des alternatives différentes à celles proposées à l'aide publique. Troisième registre dans la non-demande, le calcul rationnel qui est
finalement un arbitrage entre coûts et avantages, risques dans une demande d'une aide publique, d'un service, d'un dispositif. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout un dossier pour bénéficier d'une petite aide financière? On a vu beaucoup ça sur le RSA activité concernant les personnes de plus de 25 ans à l'époque. Mais on peut voir ça aussi, on a pu voir ça sur le CIVIS à l'époque. Est-ce que ça vaut le coup, compte tenu des délais d'attente, de formuler une demande de logement social? On voit aussi dans ce cadre-là, voilà, des délais, je ne sais pas où je serai dans 6 mois, est-ce que ça vaut le coup de faire la démarche? Non, choix rationnel, je ne le fais pas. Voilà pour la non-demande. Enfin, troisième type, et on terminera là-dessus, la non-proposition. J'ai un petit peu d'RP sur la télé. Changer les styles du bâtiment. Donc, vous avez les deux premiers types d'explications qui renvoient plus à des logiques individuelles, bien que derrière, il y a des enjeux d'action publique, et comment informer les jeunes, comment aller vers eux, comment les convaincre que l'offre pourrait la mettre utile, etc. Comment désamorcer les représentations négatives que les personnes peuvent avoir sur les différentes offres sociales. Cette question-là, qui renvoie plus directement à la pratique professionnelle et logique institutionnelle, la non-proposition, lorsque l'offre n'est pas proposée par les professionnels. Pareil, 3 registres d'explication. C'est hyper important de comprendre qu'il y a effectivement un manque d'information des professionnels sur l'offre sociale dans le territoire dans lequel les professionnels exercent. Un vrai manque d'information. Parfois, les professionnels ne connaissent pas les dispositifs. On le voit beaucoup en matière de logement. Moi, j'ai remarqué, j'ai beaucoup observé le travail des conseillers en mission locale. Et en fait, souvent, il y a une personne ou deux en mission locale qui est spécialisée sur la question du logement. Mais les autres conseillers ne sont pas du tout au fait de ce qui existe. Donc, concernant la question du logement, je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire pour toucher une diversité professionnelle. Après, il y a effectivement des organisations institutionnelles qui sont faites de cette façon-là, on se spécialise dans telle thématique. Moi, de ce que j'ai observé, je ne suis pas très convaincu par ce type d'organisation institutionnelle, parce qu'on se rend compte que ça crée des filières, en fait, en fonction du professionnel sur lequel on tombe, qui va nous orienter sur tel ou tel dispositif selon la connaissance qu'il a, la cartographie qu'il se fait du territoire. Donc, il y a vraiment un besoin d'information et de formation aussi des professionnels, puisque les dispositifs se renouvellent et que parfois les professionnels connaissent un dispositif, mais ne maîtrisent pas nécessairement les conditions pour y accéder. Donc, ils sont parfois réticents à l'idée de construire des dossiers parce que ça prend du temps sur le reste. Un manque de moyens. Mon proposition par manque de moyens, en effet, donc je disais, la construction des dossiers peut prendre du temps, notamment sur l'accompagnement. Il y a un arbitrage qui peut être fait par les professionnels, de se dire, bon, je crois que ça ne vaut pas le coup d'amorcer telle ou telle demande. Il vaut mieux se focaliser sur tel objectif. Donc, je n'en parle pas. Manque de moyens aussi, il y a un manque de place. Et par manque de place, un certain nombre de professionnels décident par eux-mêmes de ne pas parler de l'existence des dispositifs pour ne pas créer quelque part un logique de l'insatisfaction. Ça pose vraiment question en termes d'information des personnes sur les droits. Ça pose aussi question en termes d'invisibilisation des besoins. Puisque quand on ne fait pas remonter des besoins de ce type-là, les pouvoirs publics ne sont pas nécessairement au courant. Il y a des besoins qui existent et qui sont insatisfaits. Puisqu'on filtre, on dit de toute façon ça ne marchera pas. Donc il y a tout un tas de dossiers qui seraient susceptibles de remonter en commission, peu importe, mais qui ne sont pas remontés pour économiser du temps de travail, pour conseiller aux commissions, etc. Mais la logique derrière, c'est que ça invisibilise les besoins sociaux. Et enfin, troisième logique de la non-proposition, la question des choix, des jugements que font les professionnels. Donc j'ai rencontré certains professionnels qui, par principe, font le choix de ne pas proposer de façon proactive tel ou tel dispositif. Quelque part dans leur équipe professionnelle, ils estiment que c'est aux jeunes de manifester une demande.
pas d'accord avec ça et qui systématiquement, dès le premier rendez-vous, font une présentation d'ensemble des différentes possibilités. Vous avez des éthiques professionnelles qui varient. Et ça, c'est un enjeu très important, je pense, pour les structures, de s'intéresser à cette question de la diversité des pratiques et de l'inégalité de traitement, potentiellement. Vous avez le choix donc de mentionner ou de ne pas mentionner tel ou tel dispositif, et puis les jugements que font les professionnels sur la légitimité des besoins et des demandes des jeunes. Puisque les places qui sont contraintes, on demande souvent aux professionnels d'arbitrer, de choisir, de juger. Eh bien, il y a un travail qui se fait sur le tri des demandes en fonction de différents critères, plus ou moins clairs. Parfois l'insérabilité, parfois le mérite. Donc là, je renvoie aux travaux de Léa Lima, qui a travaillé sur le fonds d'aide aux jeunes et qui montre bien comment se joue ce pouvoir de proposition et de décision des professionnels, et dans cette mesure, il met en jeu les valeurs des professionnels. Donc, dans quelle mesure cela appelle à une vraie discussion, de mon point de vue, entre les professionnels, au sein d'une même structure, au sein d'un même territoire, sur la question des pratiques et comment on les explique, comment on les justifie. Merci de votre attention et puis on va pour les questions ensuite. Merci beaucoup, Madame Vial. Je vais passer maintenant la parole à mon question à Bruno Deca. Bruno Deca, vous êtes directeur du pôle social à l'ENEFAS, c'est l'association qui gère l'âge de la Réunion, et donc qui a un travail de terrain sur la question de l'accès aux droits des jeunes, notamment sur les questions de logement. Donc, mon interrogation est la suivante. Comment est-ce que sur un territoire sociaux, comment vous arrivez à s'assurer que chaque jeune puisse accéder à ses droits et ses droits personnels? Comment sont-ils mobilisés aujourd'hui sur les territoires? Oui. Bonjour, effectivement, je suis directeur de la Commission nationale de la Réunion. On gère un certain nombre de dispositifs, charrette, service de l'eau, service d'accueil de gens de violence, service d'IML, en fait, pour le logement. Et depuis 2016, donc en fait, on est très jeune, on a une profession, donc une âge, sur l'île de la Réunion qui existait depuis déjà 2013, mais notre association financière on a remodifié. Je vais expliquer un peu le comment. Comment on y arrive? En fait, on n'y arrive pas complètement. On a de grosses difficultés sur l'île de la Réunion. Alors, juste peut-être pour ne pas vous demander beaucoup de chiffres, mais quand même, on a un taux de chômage à la Réunion record de 24%. On a pour les jeunes de 15 à 29 ans, 40% de chômage. C'est seulement 17 en métropole et 60% chez les moins de 25 ans. On a le record de grossesse précoce, on a le record de seuil de pauvreté à plus de 42% de la population. Alors, malgré que ce soit un territoire qui est très dynamique, on a les plus grands chantiers d'Europe, les routes littorales sur la mer qui se construisent. Le département le plus attractif, c'est qu'on a suivi depuis plus de 10 ans. On est passé en 30 ans de 500 à 850 000 habitants. Alors, vous imaginez bien le problème du logement qui va derrière. Plus de 20 000 logements en attente par an. Des logements qui sont, à l'époque, étaient construits, ils continuent à l'être, même si ça l'est beaucoup moins, sur des familles nombreuses, donc des T4, des T5, des T6. Aujourd'hui, les T1 et les T2 sont extrêmement rares. Même chez les étudiants, c'est compliqué de trouver des logements dans le studio. On a 35% des 15-29 ans qui sont sans études, sans formation et sans emploi. À côté de ça, on a également donc, des problématiques autour de ils ont une problématique autour de capacité d'autonomie, donc manque de moyens liés à la non-employabilité de ces jeunes-là. On a également un transport collectif qui est ahurissant, puisque si vous voulez commencer à travailler en Covid à 7h du matin, c'est pratiquement pas possible, parce que les bus commencent à 6h, 17h, ils finissent à 18h le soir, donc pareil, impossible de rentrer chez soi. Donc la voiture RN à La Réunion, un grand lobby. On a le département, on a plus de voitures par habitant, parce qu'un habitant possède à peu près, je crois, 1,3 voitures en moyenne. Donc embouteillage sous les tropiques, c'est pas inintéressant par rapport à Paris, mais quand même. Donc les jeunes n'ont pas la capacité de pouvoir être mobiles avec des lieux très écartés. Nous, on appelle ça des écarts des hauts, donc des communes ou des quartiers qui sont enclavés, qui sont éloignés des bassins d'emploi et de formation, avec des impossibilités de déplacement.
Donc, du coup, des jeunes qui ont du mal à se déplacer et qui ont en plus une sorte de, de, de sorte d'appartenance quartier. On a beaucoup de CCAS qu'on rencontre qui nous disent que les jeunes, ils ont pas envie de bouger de chez eux. De leur quartier, c'est leur quartier, il leur faut l'emploi, il leur faut la maison, donc aucune mobilité, une faible mobilité psychosociale, on pourrait le prendre comme ça. Donc voilà, donc on se retrouve effectivement avec les difficultés de cet ordre-là. Au niveau du plage, on a des jeunes qui viennent. Alors les jeunes qu'on a principalement, ils sont célibataires entre 21 et 25 ans. Ils ont 40% du public vivent encore à leur domicile de leurs parents sans ressources. On a encore une solidarité familiale assez importante à La Réunion, même si c'est depuis quelques années. 45% des jeunes que l'on reçoit chez un tiers avec une ressource moyenne de 450 euros. Donc ceux qui arrivent à sortir de chez eux, c'est souvent lié à des opportunités d'emploi. Alors parfois même de l'emploi au noir, parce que peu de travail, il y a un taux de chômage important et l'emploi au noir est très important. Et donc ils se retrouvent effectivement à devoir, sans véhicule ou sans les moyens, de devoir demander à un tiers d'être logé. Mais du coup, avec très peu d'argent, 450 euros en moyenne. Chez les femmes, c'est le PHJE, la prestation de jeune enfant qui est assez importante, malheureusement, les grossesses précoces. Voilà. Seuls 5% d'entre eux ont une ressource pérenne, ceux qui viennent chez nous, ont une ressource pérenne avec un contrat de travail duré indéterminé. Les autres, c'est des garanties jeunes, c'est des contrats d'apprentissage, c'est des CDD précaires d'une mois ou deux, et qui se doivent de pouvoir, qui veulent y répondre, mais donc effectivement, moi je retrouve un peu, alors peut-être avant de répondre très rapidement à ça, alors le plage à La Réunion, c'est quoi? C'est un salarié. Donc, vous comprenez bien les difficultés que nous avons. On est en train actuellement de répondre à un appel à projet du fonds expérimentation jeunesse, donc là, qui doit déposer, où on demande un budget effectivement de 750 000 euros sur 3 ans pour pouvoir passer de 1 à 4 salariés, pardon. Je vais aussi un peu les orientations qu'on veut. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est un peu celle-ci à La Réunion, c'est de pouvoir donner une information à des jeunes. Alors, si je reprenais le manque de connaissances, moi je pense que les jeunes, ils ont la connaissance, elle existe. Elle est là. À La Réunion, il y a beaucoup de structures, mais sont très dynamiques. On a une crise au niveau du nord de La Réunion qui est aussi très dynamique. On a nous des stages dans le sud, qui est le sol. On a opté en 2016, face à un manque de moyens, de passer par un stage numérique. Notre propre entrée, elle est par le site et par Internet, par la chat. Alors le chat a fonctionné un an, mais après on a quand même arrêté parce que problème de réseau. Mais on fonctionne beaucoup avec les mails, avec les textos, les téléphones. Avec un salarié, on ne peut pas tenir de permanence, donc on a opté sur le fourniture de la structure et l'ouverture d'un site Internet où c'est notre portail, notre porte d'entrée avec Facebook, avec les autres. Et à partir de là, quand on arrive à transmettre l'information auprès de ces jeunes-là, qui ont, alors là, La Réunion, comme je disais, avec l'ORM, le téléphone également, c'est un problème du réseau, donc les jeunes ont un téléphone, on arrive à communiquer, on a eu plus de 8000 jeunes différents qui ont été amenés à venir sur notre site, et on a plus de 230 jeunes sur l'accompagnement numérique. Ensuite, on a la possibilité, dans un deuxième temps, de pouvoir les rencontrer. Malheureusement, avec un seul service, c'est à eux de venir vers nous. Dans le sud, on a suivi 55 jeunes en entretien, de deux entretiens. Et à côté de ça, on a fait des ateliers dans les communes et les quartiers. Donc à partir de là, effectivement, moi je considère que la connaissance, ils peuvent l'avoir. Ce n'est pas le problème d'accéder à la connaissance, c'est la compréhension de la connaissance. Je pense qu'on est véritablement dans une multiplication des dispositifs et de l'information. On est en train de superposer les informations, les nouvelles. Je ne sais pas, en métropole, nous, vous avez pu nous entendre La Réunion, il y a d'autres. Il y a eu aussi des gilets jaunes qui ont été fortement impactants sur l'économie réunionnaise. Ils ont bloqué les routes 3 semaines, 4 semaines. On a encore des gilets jaunes sur les ronds-points actuellement, le pas, et à partir de là, on a vu des ministres venir à La Réunion, des appels à projets, on en profite, sauf qu'il y a plus de concertation entre les différents partenaires, les différents prestataires, et du coup, les jeunes s'y perdent, et les jeunes qu'on rencontre souvent, ils nous disent, ouais, mais ça je connais, ouais, mais attendez, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence effectivement avec un
c'est quoi le visa, c'est quoi le CAPAS? Alors, sachant que le visa et le CAPAS, à la réunion, ne fonctionnent pas. Le CAPAS, un peu plus, mais le visa ne fonctionne pas. Les bailleurs publics ou privés n'en veulent pas. Alors, je dis ça, c'est certain qu'il accepte quand même. C'est très compliqué. On a fait remonter ça aussi à la commission de logement. C'est quelque chose qui fonctionne très mal. Il y a une agence immobilière qui prend vraiment une proportion importante de ces tiers pour la minier, qui eux ont leur propre garantie et gestion financière, publique, et pas que pour les jeunes. Mais du coup, effectivement, je pense qu'ils ont cette connaissance, ou ils peuvent avoir cette connaissance, mais elle est tellement floue, elle est tellement superposée. J'ai peur, malheureusement, que dans les prochaines années, ça devienne encore plus. Du coup, ils n'ont pas trop de connaissances, plus de connaissances. Le manque de demande, du coup, effectivement, on est sur cette logique de jeunes qui, liée à la difficulté sociale de la Réunion, leurs grands-parents ne travaillaient pas, les parents ne travaillaient pas, non, ne travaillaient pas, la grossesse précoce, et les enfants, ça permet de se sentir un peu, pour des raisons sociales. Donc, des jeunes, ils se retrouvent effectivement un peu dans cette non-demande aussi, parce que, en gros, pourquoi pas, nous va continuer, en plus, c'est dans le quartier, le bassin d'emploi est très bon, on peut y accéder, de toute façon, on est de rapport sur Internet d'éducation. Je brosse un tableau un peu noir, mais enfin, c'est malheureusement un peu ça pour une grande partie de la population, de la jeunesse réunionnaise. Et manque de non-proposition, c'est un peu ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a un souci aujourd'hui, je pense. Je suis éducateur spécialisé, donc je me permets un peu d'en parler. Aujourd'hui, j'aurais du mal à être éducateur spécialisé sur le terrain, puisque je pense que le droit, la notion de droit, est un pris dessus sur la notion de devoir. Je ne dis pas que l'un doit être plus que l'autre, mais je pense que nous oublie souvent la question du devoir, et du coup, les jeunes, ce que je constate, ils sont un peu attentifs. Les jeunes qui viennent chez nous au plage, ils ne sont pas dans l'anticipation d'un travail ou autre. Ils viennent parce qu'ils viennent d'avoir un travail à côté et qu'ils veulent un logement et qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'on leur a proposé le logement, ils ne sont pas forcément allés le donc, ils sont un peu dans cette notion de fatalité, d'état de fait, de toute façon, mes grands-parents, mes parents étaient assistés, je continue à l'être. Parce que, alors, bien sûr, il y a des moments de révolte, au-delà des gilets jaunes, où on a régulièrement des jeunes qui bloquent les ronds-points pour demander des contrats au maire, et ça marche malheureusement. Donc, du coup, je crois que sinon, après, ils ont plus de travail et ils ne se répètent pas. Donc, voilà, il y a cette demande qui n'est pas forcément faite, et donc les travailleurs sociaux ne font pas forcément la proposition non plus, parce qu'il y a aussi cette méconnaissance, comme vous l'avez dit, sur les différentes dispositifs. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne sais pas si bien évidemment vous avez reconnu les enjeux, parce qu'on est un peu on sent indien, mais je pense qu'on a aussi un peu de. Merci beaucoup, Bruno Lecam. Je vous propose, s'il y a des questions dans la salle, pour un de nos deux intervenants. Philippe Alcino, je suis administrateur bénitois, je suis administrateur depuis peu renouvelé. Donc voilà, je voulais vous dire quand même que je viens de bien longtemps, ce que vous avez dit, l'un comme l'autre. Et à un moment donné, je crois que dans les villages, de plus en plus, quand un jeune arrive, bien sûr, il y a des notions de recours, de non-connaissance, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, un peu comme monsieur disait, cette notion de droit, peut-être que c'est, le droit, il y a aussi le devoir. C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai le droit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et voilà. Donc, quelle question on peut répondre à ça? Je veux bien qu'on puisse dire, c'est un peu facile de dire, mais quelque part, j'ai, et peut-être qu'il y a des gens qui sont il y a peut-être aussi des gens qui sont complètement, je dirais, pris par leur entourage, par leurs amis, par leurs parents. Oh, bien. Mais à un moment donné, il y a aussi cette non-certitude, ce flou et quelle réponse peut-on nous apporter? Je partage complètement, et pas que
pas des jeunes, c'est aussi auprès de j'ai la possibilité de gérer une dizaine de structures, donc qui va de 16 ans à 99 ans, on va dire. On a régulièrement ces gens qui viennent et qui disent voilà, j'ai le droit de me donner bien que le souci, c'est véritablement ce que je pense, c'est qu'on a misé tout sur le droit, et quand on parle notamment de la loi de 2002 sur le droit de l'usager, on en oublie que c'est aussi le devoir de l'usager, mais ça on ne le dit pas. La fondation ABPR, qui est un de nos partenaires financiers principaux, sur lequel on a négocié et qui nous aide profondément et qui nous respecte profondément. La dernière fois, je faisais la remarque, mais arrêtez de parler de droit, vous devez aussi parler de devoir. Et je pense que dans la notion des gens, des jeunes, des moins jeunes, c'est ça, c'est exactement la question du droit. On a, moi en tant que directeur, au sein de nos équipes, je demande véritablement qu'on ait un principe de réalité. C'est-à-dire que le jeune, il ne vient pas pour demander un droit, il vient pour exposer une situation, et on va essayer de l'accompagner au maximum. Cette notion-là, c'est extrêmement important, parce que les jeunes, ils ont besoin de réalité, de véritable réalité, même si à leur dire non, pour pouvoir avoir ce principe de réalité. Aujourd'hui, je pense qu'on le fait pas suffisamment. Et quelque chose que j'avais un peu dans le même sens, c'est nous on répond à l'appel à projet. Je pense qu'aujourd'hui, la question du non-recours, la question de la non-information, c'est que aussi on est tellement arrivé dans une société d'information qu'on en oublie, c'est extrémiste, on oublie peut-être d'aller vers les jeunes. Et aujourd'hui, on commence à y revenir. On a fait l'appel à projet qui vient chez nous, sur les invisibles, les mecs, et il faut aller vers. Moi, je regardais le projet, je disais, mais c'est pas comment c'est spécialisé, parce qu'on est catégorie de population. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on a parti au niveau du plage réunion, on n'a pas la capacité de pouvoir faire cette permanence d'accueil, parce que là, par rapport à la problématique, sinon, on ne toucherait que les jeunes du Sud qui auraient monté 4 plages, on reste sur la partie numérique, mais on veut accentuer à travers l'augmentation des personnes, du personnel, donc cette capacité à aller vers le niveau numérique, de pouvoir acheter, de pouvoir communiquer et de répondre à leurs questions dans un bref délai par rapport à ça, de pouvoir aussi augmenter le nombre d'ateliers dans les écarts, donc de pouvoir véritablement toucher les 14 communes du Sud. C'est 200 km de circonférence, c'est 24 communes. La plus grande commune de France. Malgré ça, à Saint-Paul, malgré ça, on a 24 communes, tout petit territoire, avec les différentes communes, on est heureusement, ça gère un peu. Mais voilà, donc du coup, on essaie effectivement d'aller vers ces jeunes-là, de pouvoir effectivement les rencontrer, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les jeunes viennent de moins en moins vers les vous disiez, complexité de la demande, et chez nous en plus, c'était pas le fait de dire, je suis chômeur et de personnes donc notre objectif, c'est d'essayer d'aller vers ces jeunes-là pour leur parler de leurs droits. 100% des allos à la Réunion, c'est pour les plus 30 ans. Effectivement, pas que la demande. Un jeune sur deux oublie de faire la demande de renouvellement de logement pour ceux qui sont donc ça veut dire que quelque part, ils font. Donc l'idée, c'est de pouvoir directement ajouter quelque chose là-dessus, sur cette question de rapport entre droit et devoir. C'est un paradoxe, puisque les jeunes n'ont pas les mêmes droits jusqu'à 25 ans. Et je pense que cette demande, j'ai le droit à, je dirais qu'il y a un biais de perception qui fait qu'on retient et on entend plus ceux qui font du bruit. Et que du coup, ceux qui font des esclandres auprès des professionnels qui arrivent avec cette attitude-là, on les retient plus. Mais voilà, il ne faut pas oublier les personnes qui ne viennent pas pour les raisons indiquées. Et ce truc-là, c'est un sujet très sensible qui met en porte-à-faux les professionnels, qui sont en porte-à-faux de fait parce qu'il y a des discours politiques où on affiche des droits qui n'en sont pas. Par exemple, on a beaucoup entendu parler du droit à la garantie jeune, alors que la garantie jeune reste un dispositif réservé pour 100 000 personnes par an. Donc il y a aussi ces effets d'annonce qui sont électoraux et politiciens et qui conduisent aussi les jeunes, qui sont les citoyens parmi d'autres, à revendiquer des droits. Et j'en viens au deuxième élément, donc après, une fois, je pense qu'il y a un vrai biais de perception sur le fait qu'on retient plus ceux qui font du bruit, qui est que derrière ce j'ai le droit à mon avis, il y a une demande de reconnaissance,
de dignité, de citoyenneté de la part des individus. Ce n'est pas seulement un effet d'opportunité, mais que derrière cette posture-là, il y a sans doute beaucoup de... On retrouve cette question de la honte, en fait, et de comment je garde la face au moment où je fais une demande, et au contraire, comment je l'affirme, quitte à ce que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai observé un travail d'aller vers, justement, de professionnels de proximité, et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans cette posture-là de qu'est-ce qu'il y a à gratter aujourd'hui. Et en fait, quand les professionnels grattaient cette première question-là et questionnaient un petit peu les représentations toutes faites qu'il y a derrière ce truc-là, eh bien, ça permettait de créer un lien, de déconstruire ces fausses représentations. Et finalement, en fait, c'est une façon pour les jeunes de rentrer en contact avec les professionnels, c'est leur façon à eux, mais derrière, il peut y avoir sur la durée un lien, parce que les professionnels, quelque part, essayaient de comprendre malgré tout la logique de ce schéma. Je pense que c'est important de ne pas le résumer à seulement ce truc-là d'opportunité de sinistre. Annie Taquet, donc je suis présidente de l'Union régionale des plages Hauts-de-France et également administratrice de la plage. J'ai entendu M. Decam qui parlait beaucoup du numérique, c'est vrai que c'est pratique sur la réunion. Par contre, M. Vial, je ne sais pas si vous avez abordé ces questions, l'impact de la précarité numérique sur le non-recours. Parce que pour avoir tenu un plage pendant 15 ans, ça posait des problèmes. Quelquefois, le plage était ce lieu où les jeunes qui voulaient faire des demandes, avoir du matériel informatique, faire des demandes. Alors, est-ce que vous avez étudié ce point? Dans le cadre de ma thèse, non. Par contre, je me suis intéressé à quelques travaux qui existent sur la question. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on part souvent du principe que les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, maîtrisent l'outil numérique. Et en réalité, dans les jeunes, il y a toute la population. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on maîtrise l'outil numérique. Et au contraire, si on ne le maîtrise pas, on se sent d'autant plus stigmatisé ou en difficulté quelque part. Et sur cette question du numérique, donc, je dirais, au jour d'aujourd'hui, c'est plus l'inégalité d'accès qui pose problème, c'est les inégalités d'usage. Donc, vous avez effectivement tout un tas de personnes, la plupart des jeunes, plus de 90% utilisent quotidiennement Internet. Par contre, les usages d'Internet ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, réaliser des démarches sur Internet, ça s'apprend, les compétences numériques, ça existe. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, je dirais que le risque, c'est d'aller vers le tout numérique systématiquement. Alors, pour certains dispositifs, ça peut peut-être être approprié ou peut-être que c'est nécessaire pour des raisons financières. Voilà, j'en sais rien, ce n'est pas une loi générale, mais malgré tout, le tout numérique crée de la distance entre les usagers et les professionnels. Et voilà, il y a un certain nombre de jeunes qui ont besoin de cette relation. Alors, le numérique peut être une première entrée, une première information, mais derrière, la relation, le soutien, la confiance, l'explication, la pédagogie, tout ça, ça reste des besoins assez fondamentaux, d'autant que les parcours des instituts sont précaires, soumis à tout un tas de ruptures, etc. Et que c'est le numérique qui a tendance à isoler s'il n'y a pas autre chose à côté. Donc, je pense qu'il faut avoir pas mal de précautions avec cette chose-là. Et puis, j'aime pas beaucoup qu'il y ait plus de travaux là-dessus. Je crois que la réponse n'est pas plus facile de dire allez, consultez tel chercheur, mais je n'en veux pas. Bonjour, Jeanne Azad. Nous, on a porté une étude avec le soutien de la Fondation auprès des jeunes de 18 à 30 ans, avec sans ressources ou avec des ressources. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une nette différence entre la question de l'orientation, d'être orienté, d'être suivi, d'être accompagné, d'accès au emploi. En fait, on est parti d'un principe, on s'est basé sur la CIVI, de certains jeunes, une vingtaine, qui avaient ce qu'on appelle une précarité persistante, et avec une place ouverte. Et on s'est aperçu que, tous, 80% étaient sans emploi,
sans un organisme en moins, et qu'on se dit logiquement, c'est des personnes qui vont et on s'est aperçu au service en ressources financières et aussi en économiques. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart n'avaient pas ça et étaient hébergés chez les tiers ou chez la famille hors territoire. Et donc là, on s'est aperçu qu'effectivement, tous, enfin 81% de cette population, 71% des participants, droit de contractualisation. Et aussi, on s'est aperçu que tous avaient tout le monde s'est pas et après, quand on s'est aperçu que c'était aussi une question de système effectué qui utilisait leur problématique et qui ne les voyait pas dans une globalité et qui utilisait et ça peut se vulnérable. Ça les discuter. Ils allaient dans le système. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ce système en silo, on a parlé Une réponse rapide, s'il vous plaît. Oui, c'est quelque chose qui revient de façon concrète, surtout dans les rapports publics sur les politiques publiques de jeunesse. L'un des gros problèmes qui engendre des difficultés d'accès au droit, c'est ce sont une feuille de dispositif public qui est construite depuis la fin des années 70, peut-être ça a commencé comme ça, qui s'est institutionnalisé au moment où on a choisi de dire que le RNI est accessible à partir de 25 ans et pas avant. Et puis depuis, on n'a pas remis en cause ce choix politique et au contraire, les couches se superposent et les professionnels de jeunesse sur un même territoire ne travaillent pas ensemble. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment de ces rapports publics. Et par contre, dans les entretiens des jeunes, c'est un petit peu moins le cas parce qu'ils n'ont pas nécessairement conscience en fait, de la diversité de l'offre à laquelle ils sont prétendent. C'est un petit peu moins, mais en fait, c'est pour Merci beaucoup. C'était passionnant et je pense qu'on aura encore beaucoup de questions à vous poser. On aura l'occasion de vous revoir et d'échanger avec vous.